La nuit du 5 juin 1944 pesait d'une attente sourde et d'une peur contenue, comme un souffle avant l'orage. La pluie s'était arrêtée 1 heure plus tôt et l'air gardait encore l'odeur de la terre retournée, de l'huile et du diesel. Quelque part au sud de Caen, entre le crépuscule et l'aube, 4 silhouettes se cachaient auprès des ruines d'une ferme abandonnée. Le plus jeune, à peine 20 ans, consulta sa montre une nouvelle fois et souffla 25 minutes. Le vent faisait bruisser les tiges de blé, leurs épis dorés courbés par la pluie. Au loin, une garnison allemande d'environ 50 hommes tenait un poste près de la voie ferrée. Immobile dans ses routines, convaincu que la nuit serait tranquille. Au-delà de cette voie, avant l'aube, un train devait passer chargé de munitions, de carburant et de renforts qui se dirigeaient vers le nord, vers les plages. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Aucun des 4 ne connaissait l'heure exacte de l'invasion, mais le message codé entendu sur la BBC ce soir-là, les longs sanglots des violons de l'automne, ne laissaient aucun doute. C'était l'heure. Henri Delmas, âgé de 43 ans, se tenait dans l'ombre comme un vieux chêne. Autrefois fermier, il avait tout perdu. Ses terres confisquées, son épouse morte d'une maladie, son fils déporté. Ce qui l'animait n'était pas la vengeance, mais un devoir froid et immuable. « Nous faisons cela pour la France », avait-il dit aux autres, la voix basse mais ferme. À ses côtés, Luc Morel, ancien mécanicien de Rouen, au regard sombre et aux mains sûres. André Vasseur, étudiante à l'université, dont les doigts tremblaient malgré la résolution. Et Claire Lemoine, la messagère qui, a, Corac, a, les, a, les, sous le déguisement d'une laitière, avait franchi des contrôles allemands des dizaines de fois, cachant des codes sous son tablier. Cette nuit-là, elle montait la garde sur la crête, prête à signaler le moindre mouvement. Henri déplia une carte grossièrement dessinée au crayon sur du papier à boucher et murmura « Luc et moi couperons par la haie pour atteindre le ponceau ici. André, tu places les charges sur la voie sud. Claire, tu surveilles la crête. S'ils nous repèrent, n'hésite pas. Alerte et cours. » Claire sentit sa voix se briser. « Et s'ils vous prennent ?» Henri soutint son regard et répondit d'un ton qui n'admettait pas de retour. « Alors tu diras que nous avons essayé. » Elle acquiesça d'un seul signe, résolu. Les 4 glissèrent entre les rangées de pommiers, les semelles enfoncées dans la terre humide, le cœur battant plus fort que leurs pas. Au loin, les lanternes du poste allemand luisaient à travers le brouillard. Cette nuit, le champ payerait le prix. Ils avaient répété le scénario pendant des semaines, préparant une illusion plus vaste qu'un simple sabotage. À quelques centaines de mètres, la résistance avait construit un aérodrome factice, et de tôles, de cagettes et de silhouettes d'avions découpés dans du contreplaqué, éclairés la nuit par des bandes réfléchissantes, des lanternes dissimulées et des réflecteurs pour simuler une activité aérienne. De vieux camions calcinés et des bidons peints à la hâte de signes allemands servaient de leurre, une halle en bois mimait un dépôt principal. Des fils et des batteries, dissimulés dans une grange abandonnée, allumaient des projecteurs qui imitaient les phares d'un avion roulant au sol. Le but était simple et cruel, attirer l'œil des reconnaissances aériennes et convaincre la Luftwaffe que le véritable dépôt et la piste active se trouvaient là, tandis que la voie ferrée réelle serait neutralisée plus loin. Luc et Henri avaient passé des nuits à peindre des cocardes approximatives sur des ailes de carton, à fixer des bouts de tôle pour faire croire à des abris inclinés, à installer des panneaux brûlés et des traces d'huile pour simuler un mouvement d'appareil. Claire avait coordonné les codes lumineux avec des fermes voisines. André, qui connaissait les horaires des convois, avait déterminé la fenêtre probable du passage du train. Ce soir, tout devait converger. L'invasion commençait et leur manipulation devait durer juste assez longtemps pour retarder l'ennemi. Ils approchèrent du ponceau, le métal des rails tremblant faiblement dans la lumière lunaire. Luc s'agenouilla et déballa les charges 2 sacs usés bricolés à partir de restes d'explosifs allemands et de sucre volé à la distillerie du village.
André, les mains tremblantes, connecta le détonateur. « Combien de temps » murmura-t-il. « 8 minutes, dit Henry sans trahir la panique. La tension se lisait sur chaque visage. La patience s'était forgée dans la peur et le calcul. Chaque bruit pouvait être un signe d'alerte, le claquement d'une branche, le loupement d'un renard, le cliquetis d'une chaîne. Henry repensa aux paroles de son fils, captées des mois plus tôt sur une fréquence clandestine et interrompues brutalement. « N'abandonne pas, papa. Jamais. » Ces mots revenaient, clairs comme un verre brisé, le guidant avec une certitude douce et terrible. Très vite, l'imprévu. Des sentinelles se mirent à bouger plus tôt que prévu. Claire, perchée sur la crête, fit scintiller la lampe 2 fois comme convenu. Les lampes du poste allemand se rapprochèrent et un cri retentit. « Halt !» Une fusée monta et déchira la nuit, transformant les silhouettes en ombre nette. Des coups de feu claquèrent. La haie d'où ils avaient surgi fut arrosée de tirs. « On ne peut plus attendre », dit Henry d'une voix sèche. Luc eut un sourire nerveux et fit signe à André d'actionner le détonateur. Ils se mirent à courir vers la haie pour disparaître juste après l'action, mais le temps se contracta en volonté et en vitesse. La charge explosa avec une violence qui fendit la nuit. La voix se fendit. L'acier se tordit comme une bête blessée. Les wagons déraillèrent, des flammes jaillirent et l'odeur du kérosène se mêla à celle du fer chaud. Un camion allemand fut projeté contre la rambarde. Des débris s'éparpillèrent comme un mauvais présage. Luc traîna André vers un fossé. Le jeune homme se plaignait mais refusa d'être abandonné. Ils roulèrent dans la boue, se camouflèrent sous des ronçants, tandis que des patrouilles allemandes convergeaient vers le lieu de l'explosion, détournées par le scintillement habile disposé sur la fausse piste où l'on venait d'allumer un projecteur. Le stratagème fonctionnait. Des reconnaissances survolèrent la zone factice et rapportèrent une activité qui ne demandait qu'à être crue. Pendant 72 heures, la désinformation tinte. Persuadés de disposer d'une piste opérationnelle au sud de Caen, envoyèrent des reconnaissances et des unités de protection vers le leur, tandis que les convois réels restaient immobilisés derrière la voie rompue. Au matin, des silhouettes alliées apparurent au large des côtes, et l'assaut commença. Ces heures gagnées permirent aux forces débarquées de consolider des têtes de pont et d'empêcher des contre-mouvements rapides. André ne revint pas de ses blessures. Il mourut, serrant encore un morceau de fil dénudé comme si c'était un talisman. Henri creusa une tombe près d'un chêne et posa une croix de bois, la main lourde d'une tristesse simple. Luc et Claire survécurent, marqués mais vivants, et continuèrent à écouter les ondes en quête d'informations. Des années plus tard, en 1964, Henri revint au champ autrefois théâtre d'ombre. La voie avait été reconstruite. Un train civil glissait paisiblement, important des enfants qui ne sauraient jamais ce qui s'était joué sous leurs rails. Une plaque avait été apposée. Aux 4 qui arrêtèrent le train et achetèrent du temps pour la liberté. Henri fit glisser ses doigts sur les noms gravés Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine, Henri Delmas, et déposa une fleur rouge. Dans le vent qui ondulait sur les blés comme une mer d'or, il entendit à peine le soupir d'un moteur imaginaire, la faible illusion d'un avion de carton qui n'avait jamais pris le ciel mais qui, durant 3 jours, avait tenu la peur à distance. Il tourna les talons et s'éloigna par la route, laissant derrière lui la trace d'une nuit que seuls ceux qui avaient agi et souffert reconnaîtraient. Et pour eux, cela suffisait. Des témoins vieillissants se souvenaient encore, parfois à demi-mot, de ces nuits d'ombre et de courage. Leurs récits, transmis à voix basse autour des tables, garent la mémoire collective contre l'oubli et enseignent aux générations futures que la liberté se paye souvent d'un prix silencieux et lourd de conséquences. Ces gestes demandent reconnaissance et respect éternel. Pour toujours merci. Des semaines plus tôt, le plan avait pris forme sous la lumière vacillante des chandelles et des lampes à pétrole, mûri par des conversations chuchotées dans des granges et sur des bancs de village. Le réseau de la résistance avait intercepté des informations indiquant qu'une décision allemande visait à établir un aérodrome auxiliaire au sud de Caen, conçu comme plateforme de départ pour des unités aéroportées
et comme dépôt de carburant. Plutôt que de rester passifs face à cette menace, les hommes et les femmes de la région décidèrent de riposter par la ruse et l'adresse, transformant des matériaux pauvres en instruments de tromperie raffinés. Ils comprirent vite qu'une illusion bien faite pouvait déplacer des hommes, détourner des avions et suspendre des décisions, achetant des heures précieuses au moment décisif. Les paysans, qui connaissaient chaque sillon et chaque haie, prirent part à l'œuvre en fournissant des planches, des tiges de fer et des vieux camions hors d'usage qui feraient office d'épaves crédibles. Des silhouettes d'avions furent découpées dans du contreplaqué. Les ailes peintes à la hâte avec des cocardes artefacts et des inscriptions approximatives censées convaincre un pilote pressé depuis le ciel. On installa des bidons de carburant rouillés repeints de symboles allemands, des caisses marquées comme si elles contenaient du matériel sensible, des toiles tendues pour simuler des hangars et des garages. Des bandes réfléchissantes furent disposées pour dessiner des pistes à la tombée du jour, et des lanternes dissimulées derrière des ballastages simulèrent les phares d'un appareil en manœuvre. Des ingénieurs locaux, des hommes qui savaient souder, bricoler, acheminèrent des générateurs fatigués dans une grange abandonnée et branchèrent de faibles projecteurs qui imitaient les allumages moteurs et des feux de circulation au sol. Une aile factice de Messerschmitt fut exposée au bout d'une structure, simple appât pour la reconnaissance aérienne qui cherchait des repères familiers et rassurants. Claire coordonnait le signali et restait en liaison avec d'autres fermes, s'assurant que les clignotements et les horaires collent aux observations possibles depuis les airs. André, nerveux mais précis, tiendrait les horaires ferroviaires en mémoire, car la réussite dépendait d'une parfaite chronologie entre sabotage et l'heure. Luc dirigeait la mise en scène matérielle, posant des bidons, disposant des traces d'huile, et donnant au site cette patine de travail réel qui tromperait un observateur superficiel. Henri, qui avait la voix basse d'un homme qui connaissait la terre, surveillait les contours et rappelait à chacun l'enjeu. Il ne s'agissait pas de prouver un talent de bricoleur, mais de sauver des vies par l'astuce. Leur objectif n'était pas seulement de créer un décor, mais d'écrire un récit crédible pour les yeux du ciel, une histoire où chaque objet racontait l'activité d'une base en service. Ils se souvenaient des photographies aériennes, des cartes d'état-major et des rapports qui montraient à quel point un simple assemblage de signes pouvait nuire ou sauver des unités. On pratiqua pendant des nuits entières, ajustant la lueur des lampes, corrigeant l'angle d'une aile en carton, déplaçant un camion pour modifier une ombre susceptible d'être remarquée. Les habitants se relayèrent et eurent recours à tout ce qu'ils pouvaient voler au regard de l'ennemi, de la tôle, des fils électriques, des vieux habits pour remplir des silhouettes d'hommes. Il fallut inventer des détails. Des panneaux en bois portant des numéros, un soupirail factice au bord du hangar, des traces de pan, pneus fraîches pour donner l'illusion d'un trafic récent. Leur art était subtil. Trop parfait serait suspect, trop grossier serait visible comme tromperie. Ils cherchèrent l'équilibre de la vraisemblance artisanale. Leur site factice devait fonctionner de jour comme de nuit, attirant les vols de reconnaissance et les regards, et contrariant ainsi les plans allemands. Ceux qui gardèrent l'aérodrome factice savaient que la moindre erreur coûterait cher. Ils travaillèrent avec la prudence de ceux qui tiennent une vie dans le creux de leurs mains. Pendant ce temps, des hommes creusaient des fosses et préparaient des charges pour frapper la voie ferrée à un point précis, une coordination que seule une organisation inflexible pouvait tenir. Les charges elles-mêmes étaient issues d'un mélange de composants volés ou récupérés, reconstitués avec soin par des artisans capables de rendre le métal incontrôlable au bon moment. On installa également des leurres sonores, horstes de sifflantes et de toiles, qui reproduisaient parfois le bruit d'un véhicule ou d'un moteur au ralenti lorsqu'un avion passait assez bas. Certaines nuits, l'odeur du bois brûlé et de la peinture fraîche se confondait avec l'air des champs, comme si le décor était en train de vivre. Les résistants simulèrent des rotations, faisant bouger des silhouettes pour que la zone semble active et habitable, tout en gardant des équipes prêtes à disparaître à la moindre alerte. Les civils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un jeu. Des vies étaient en jeu, et la communauté entière se trouva engagée dans une entreprise dangereuse et collective. Ils établirent des signaux entre eux, des clignotements de lampes, des torches cachées, des gestes qui pouvaient être vus d'en bas et interprétés comme activité aérienne réelle. Les agents de liaison transmirent des informations à la radio clandestine, comparant les observations avec les horaires ferroviaires et les rapport de reconnaissance alliés pour ajuster la supercherie.
Tout prit la forme d'une chorégraphie millimétrée. Chaque élément de l'aérodrome factice était un pas de danse dans un ballet dangereux, où la moindre fausse note aurait signifié l'échec. Et pourtant, malgré le poids du risque, il souriait parfois dans l'effort, conscient qu'il fabriquait quelque chose d'aussi fragile que la paix à venir. Au moment où la dernière pièce fut posée, les hommes et les femmes se reculèrent pour contempler leur œuvre. Un aérodrome qui n'existait que pour tromper le regard et sauver le cours de l'histoire. Dans la nuit qui précédait l'attaque réelle, ces gestes prirent une urgence particulière, car la synchronisation devait être parfaite pour que la supercherie fonctionne au moment du sabordage de la voix. Henri regarda sa montre et dit « 10 à 8 minutes », rappelant à ses compagnons que le temps se mesurait désormais en résolution et en souffle retenu. Luc empaqueta les dernières charges improvisées, fabriquées à partir de munitions récupérées et de sucre volé à la distillerie du village, un mélange de nécessité et d'ingéniosité. André, malgré les tremblements de ses mains, vérifia une dernière fois les fils du détonateur, conscient que sa tâche serait peu, être la sienne la plus lourde. Claire prit position sur la crête et laissa ses yeux balayer le terrain comme une sentinelle ancienne, prête à signaler le moindre déplacement ennemi. Tout autour, le décor factice attendait son rôle, réfléchissant la faible lueur des étoiles et les lampes de poche, prêt à confirmer aux yeux des avions que là se trouvait une base en activité. La stratégie fonctionnait sur la crédulité de l'observateur pressé. Le véritable courage résidait dans l'acceptation du danger, dans l'espérance que l'illusion suffirait à détourner le regard du vrai point névralgique que l'on comptait frapper. Après des semaines de préparation secrète, tout dépendait de ces derniers instants où l'habileté remplaçait la force et où la ruse pouvait triompher de la supériorité matérielle. Lorsqu'ils se retirèrent dans l'ombre pour lancer l'opération, chacun sentit l'intensité de l'instant, la lourde responsabilité d'un acte qui transformerait peu, être le destin de milliers d'hommes. Et si la guerre était faite de batailles visibles, elle reposait tout autant sur ces petites grammaires de tromperie et de sacrifice, sur ces histoires tues qui firent la grande. Le silence retomba, lourd et trompeur, comme une couverture tirée sur un monde en sursis. À la garnison, les soldats allemands riaient, buvaient à même leurs bouteilles de bière, fredonnaient un air d'harmonica d'une mélodie populaire du Rhin, satisfaits de la normalité feinte qu'ils croyaient préserver. Pour eux, la Normandie demeurait calme, à l'abri d'un orage que personne ne voyait encore venir. Ils ignoraient que chaque éclat de rire, chaque note soufflée dans la nuit, s'accordait au rythme du piège qui se refermait lentement sous leurs pieds. L'état-major allemand, convaincu que les Alliés prépareraient leur débarquement plus à l'est, dans la région du Pas-de-Calais, s'en remettait à des rapports qui parlaient de calme apparent, les parachutages de l'heure, les faux documents semés par des agents doubles, les rumeurs savamment distillées par les services britanniques avaient porté leurs fruits. Tout semblait paisible, ordonné, presque routinier. Les trains continuaient leur route vers le nord, charriant carburant, munitions, et vivres vers des points stratégiques où jamais l'invasion ne viendrait. Et pourtant, dans l'ombre, la vérité grondait. Au-dessus du bocage, un avion de reconnaissance Focke-Wulf, silhouette sombre et ventrale, décrivit un large cercle au-dessus du champ où s'étendait le faux aérodrome. Le ronflement de son moteur se mêlait au murmure du vent dans les blés. Claire, postée sur sa crête, guettait le signal convenu. Lorsqu'elle vit la lueur du projecteur de l'appareil balayer la zone, elle leva sa lampe et tapa 2 fois, brève et précise, selon le code établi. Henri, accroupi derrière une haie trempée de pluie, vit les éclats et comprit. Il se figea, puis murmura, d'une voix à peine audible. Les sentinelles sont plus proches que prévu. Le danger s'approchait, palpable, invisible encore. Luc, souffla-t-il, on ne peut plus attendre, bouge maintenant. Luc eut un sourire sans joie, ce demi-rictus de l'homme qui a déjà accepté le prix du risque. Comme réparer un tracteur, hein? Répondit-il, dans un murmure rauque. Il se baissa près d'André et montra le sac de charge. Pose-la là, juste sous la poutre. Arme la mèche. André obéit, les mains, tremblantes mais résolues. Le métal froid lui mordait la paume. Combien de temps? Demanda-t-il à voix basse. 10 minutes, répondit Henri, sans détour. Ce n'était pas seulement une estimation, c'était une promesse silencieuse. 10 minutes pour agir, 10 minutes avant que le ciel ne bascule.
Ils se mirent à courir, courbés sous la pluie fine, traversant le champ qui luisait faiblement sous la lune voilée. Le culvert, ce petit tunnel sous la voie, les attendait comme une bouche ouverte dans la terre. Henri et Luc fixèrent les charges à la base des rails, les mains rapides, le souffle court. Les cliquetis des sangles et des crochets résonnaient trop fort à leurs oreilles, chaque bruit paraissant un cri dans la nuit. Lorsqu'ils eurent fini, André enclencha le détonateur et les 3 hommes se hissèrent hors du fossé, leurs bottes glissant dans la boue. Et soudain, une voix déchira le silence. « Halte !» Une fusée éclairante monta dans le ciel, éclatant en une lumière blanche et crue qui transforma le champ détrempé en un théâtre de vérité. Le monde entier sembla figé sous cette clarté brutale. Henri sentit le souffle lui manquer. Puis, le vacarme, le feu. Des rafales jaillirent du poste, les balles traversant les haies et fouettant les tiges de blé. Claire, sur la crête, lâcha le boîtier du détonateur dans la panique. Il tomba dans la boue et rebondit avant de disparaître sous les herbes. Elle se retourna, courut, son souffle heurté se mêlant à la pluie. En contrebas, Henri, Luc et André se jetèrent à plat ventre. « On bouge maintenant !» siffla Luc, tirant André par le bras. Les 3 hommes rampèrent, puis se relevèrent, courant à travers le champ trempé. Leurs silhouettes vacillaient, spectrales, sous les éclairs des fusées. Derrière eux, le faux aérodrome, cette illusion patiemment construite pendant des semaines, brillait de 1000 feux. Les lampes dissimulées s'étaient allumées comme prévu, éclairant le terrain d'une lueur artificielle. Du ciel, les pilotes allemands, qui survolaient la région à la recherche de cibles, virent l'activité et crurent à une base en service. Les rapports radio fusèrent. Le commandement au sol se félicita de sa vigilance. Tout fonctionnait. L'ennemi regardait ailleurs. Henri jeta un dernier coup d'œil en arrière. Le faux hangar, avec son aile de Messerschmitt pendante et ses bidons alignés, paraissait plus vrai que jamais. Les Allemands s'étaient détournés de la voie ferrée pour renforcer la protection de ce qu'ils pensaient être un objectif prioritaire. Le stratagème avait pris. Luc éclata d'un rire bref, nerveux, presque triomphal. « Ils avalent tout !» cria-t-il dans le fracas des tirs. Henri ne répondit pas. Il savait que la victoire n'était jamais qu'un instant suspendu. Dans la lueur mourante des fusées, le paysage semblait figé. Les blés courbaient leurs têtes dorées, trempées, et la pluie se mêlait à la sueur sur leurs visages. André serra le détonateur contre lui, vérifiant les fils, comptant mentalement les secondes. « Henri, on doit reculer plus loin !» cria-t-il. Henri fit un signe. Les 3 atteignèrent une haie épaisse et s'y accroupirent. 3 minutes, souffla André. Dans la garnison, on entendait déjà le vrombissement des moteurs. 2 camions pleins de soldats fonçaient vers le rail. Des ordres claquèrent, des bottes s'enfoncèrent dans la boue. Les Allemands couraient vers le danger sans savoir qu'ils fonçaient dans la gueule du piège. Le Focke-Wulf, au-dessus, redescendit en piqué, ses projecteurs cherchant à comprendre ce qui se jouait en bas. La pluie se fit plus forte, martelant la terre, brouillant les repères. 2 minutes, dit Henri. André respira profondément. Dans ses yeux brillait la peur, mais aussi quelque chose d'autre, une certitude calme. Il pressa le bouton. Préparez et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. L'explosion ne fut pas un bruit, mais une déchirure. Le sol se souleva comme une bête, les rails se tordirent, un panache de feu et de fumée s'éleva dans la nuit. Les camions furent soufflés, des silhouettes projetées dans la lumière blanche de la déflagration. Le vacarme couvrit les cris, la pluie et le battement des cœurs. Puis le silence, encore, mais un silence différent, un silence de fin et de commencement. Henri se releva, hébété. Luc, couvert de boue, éclata d'un rire fou, presque enfantin. André restait accroupi, les yeux fixés sur la colonne de fumée. « On l'a fait », murmura-t-il, comme s'il n'y croyait pas. Leurs visages éclairés par l'incendie semblaient sculptés dans la flamme. Le train qui devait passer avant l'aube ne passerait plus, jamais. Au loin, les sirènes allemandes retentirent. Des troupes se mirent en mouvement, mais trop tard. Le faux aérodrome,
toujours en lumière, attirait toute l'attention. Des avions descendirent en rase-motte, mitraillant le leur, croyant détruire une position stratégique. Le hangar de bois prit feu, les silhouettes en carton explosèrent dans un chaos splendide et vain. Les résistants, tapis dans la forêt, virent le spectacle sans un mot. Leur mensonge avait tenu. Pendant 72 heures, la confusion régna. Les Allemands crurent que les Alliés avaient bombardé une de leurs propres bases et détournèrent des troupes pour sécuriser la zone fictive. Les lignes de communication se brouillèrent, les ordres se contredirent, les convois furent retardés. Les routes devinrent des labyrinthes de panique et d'incompréhension. Au même moment, les plages de Normandie s'emplissaient de navires et de barges, de soldats qui avançaient dans les vagues sous laquelle mitraille. Chaque minute gagnée sur le mensonge se transformait en vie sauvée sur le sable. Henri, Luc et Claire se retrouvèrent dans une grange à l'aube du 7 juin. André était blessé au bras, mais vivant. Ils écoutèrent à la radio un bulletin haché. Les forces alliées ont débarqué, succès partiel, résistance française signalée au sud de Caen. La guerre n'était pas finie, mais quelque chose venait de basculer. Les jours suivants, les Allemands fouillèrent le secteur. Ils interrogèrent, brûlèrent, menacèrent. Le faux aérodrome n'était plus qu'un tas de cendres et de fer fondu. Un officier fit le tour du site, perplexe, découvrant les ailes de contreplaqué, les pneus peints, les silhouettes de bois. La supercherie lui apparut dans toute sa splendeur. Il comprit trop tard que son armée avait été dupée sous son nez. Henri et ses compagnons s'étaient déjà dispersés, cachés dans des fermes, aidés par les villageois. Claire, blessée à la jambe, fut transportée de nuit vers un abri sous une église. Luc rejoignit un groupe allié dans les jours qui suivirent. André, soigné à la hâte, continua d'envoyer des messages jusqu'à l'épuisement. Henri, lui, resta dans l'ombre, observant les flammes de l'aérodrome s'éteindre au loin, son visage calme comme celui d'un homme qui vient de traverser la tempête. Quand les premiers véhicules alliés franchirent les routes normandes quelques semaines plus tard, les habitants sortirent de leurs maisons, hagards, les yeux rougis de fatigue et d'émotion. Henri se tenait en retrait, regardant passer les chars, les drapeaux, les sourires. Il savait que personne ne parlerait jamais du faux aérodrome, de cette illusion née de la boue et du courage. Ce n'était pas une bataille, pas une victoire qu'on inscrit dans les livres, mais une ruse, un souffle, un acte de foi. Et sous la pluie de ce matin de liberté, il songea à cette phrase qu'il avait dite des semaines plus tôt. « Nous faisons cela pour la France ». Les mots prirent un poids nouveau. Il regarda la fumée se dissiper, le ciel redevenir bleu, et se dit qu'en trompant l'ennemi, ils avaient offert au monde un jour de vérité. L'explosion arriva comme un coup de tonnerre tombé du ciel, le sol lui-même sembla se soulever, arraché à sa propre chair. Les rails se tordirent, jaillissant vers le ciel tels des serpents d'acier, sifflant sous la chaleur. Les tonneaux de carburant éclatèrent, déversant leur huile en nappes fumantes. Une colonne de feu monta dans la nuit et, dans un souffle, le monde devint bruit, lumière et chaos. Le train de ravitaillement allemand, lancé à pleine vitesse, dérailla dans un cri de fer et de vapeur. La locomotive se cabra, son châssis craquant, et les wagons se plièrent l'un contre l'autre, se renversant dans un fracas de métal broyé. Les caisses de munitions explosèrent à leur tour, projetant des flammes orangées sur les champs alentours. Dans le lointain, les cloches de Caen se mirent à sonner d'elles-mêmes, comme si la ville avait compris que quelque chose venait de se rompre dans le ventre de la guerre. Personne ne leur avait donné l'ordre, c'était un instinct ancien, presque religieux, un cri d'âme. Henri sentit ses tympans vibrer jusqu'à la douleur. Le monde autour de lui n'était plus qu'un tumulte de sons étouffés, un bourdonnement assourdissant. La pluie avait cessé, remplacée par une brume chaude qui s'élevait du sol. À travers le voile gris, il distingua Luc, penché sur André, le traînant à travers la boue et les chaumes de blé écrasés. André, le visage pâle, la jambe en sang, serrait les dents. « Laisse-moi » souffla-t-il haletant. « Pars sans moi. » Luc secoua la tête avec violence, les yeux brûlants. « Pas cette nuit » répondit-il. Il le hissa par l'épaule, chaque pas pesant comme une sentence. Le ciel rougeoyait derrière eux, illuminant la campagne d'une lumière infernale. Des cris éclatèrent dans le lointain, des patrouilles allemandes. Les projecteurs commencèrent à balayer les champs.
Des silhouettes couraient, des ordres claquaient dans la langue gutturale de l'ennemi. Les faisceaux de lumière glissaient sur les haies, cherchant la trace d'un mouvement. Henri fit signe à Claire, postée plus loin sur la crête. D'un geste bref, elle répondit « 2 éclats de lampe, puis le noir ». Signal reçut, la voie était encore libre de ce côté. À quelques centaines de mètres, les feux du faux aérodrome s'allumèrent soudain. De petites lueurs jaunes et vertes, disposées en ligne parfaite, dessinèrent dans l'obscurité la forme d'une piste. Des ombres mécaniques bougeaient. Les silhouettes des avions factices, découpés dans le contreplaqué, semblaient s'animer sous les projecteurs. Depuis les airs, la scène paraissait réelle, vivante. Un avion de reconnaissance allemand vira lentement, observant l'endroit. Puis, comme prévu, il transmit par radio les coordonnées du site ennemi. Quelques minutes plus tard, la garnison de Caen reçut l'ordre de rediriger son feu vers ce point lumineux. Le stratagème fonctionnait encore. Henri, accroupi derrière un talus, observait la scène à travers la lunette de son arme. Il voyait les camions allemands s'éloigner en direction du faux terrain, leurs phares filtrés par la brume. Les soldats descendaient en hâte, formant des colonnes. Leurs voix portaient dans la nuit, pleines d'assurance et d'ignorance. Ils pensaient défendre une base essentielle. Ils pensaient protéger un ravitaillement vital. Ils ne savaient pas qu'ils couraient après une illusion née du courage de quelques paysans et de quelques fragments de bois. Henri murmura, presque pour lui-même, « Nous les avons eus ». En contrebas, hocha la tête lentement. Une tache sombre s'élargissait sur sa manche, là où une balle avait effleuré son bras. « 3 jours », dit-il d'une voix rauque. « 3 jours où ils croiront à cette mascarade. » Henri serra les poings. 3 jours, 72 heures précieuses pendant lesquelles les convois ennemis seraient désorientés, les messages brouillés, les renforts retardés. 3 jours pour que les Alliés consolident leur position, pour que la marée du destin change enfin de rive. Le vent apporta une odeur de fer et de chair brûlée. Les flammes du train léchaient les wagons, crachant des gerbes d'étincelles. Des silhouettes se débattaient dans le feu. Henri détourna les yeux. Ce n'était pas la victoire qu'il imaginait, mais c'était la seule possible. Songeait-il, n'est qu'un théâtre où l'illusion coûte autant que la vérité. Claire surgit de l'obscurité, essoufflée, les cheveux collés par la bromande. Sueur. Elle fit un signe bref sécurité temporaire. Henri hocha la tête, puis se précipita vers André, étendu à même la terre. Le sang avait cessé de couler abondamment, mais la blessure était profonde. André, les lèvres blanches, respirait par à-coups. Henri posa une main sur sa poitrine, sentant encore le faible battement de son cœur. André entr'ouvrit les yeux. « Le train? Détruit? » « Oui, » répondit Henri. « Tu as tenu la ligne. » Un sourire fugitif passa sur le visage du blessé. « Pour la France, » souffla-t-il dans un souffle court. Ses doigts se crispèrent sur le bras d'Henri, puis se détendirent. Le silence qui suivit pesa lourd. Plus que toutes les explosions, Luc s'agenouilla à côté de lui, retirant sa casquette en silence. Le vent fit vaciller les flammes lointaines. Claire se détourna, les yeux humides. Aucun mot ne fut prononcé, leur respiration seule remplissait la nuit. Henri, d'un geste, lent ferma les paupières d'André. Il resta ainsi quelques secondes, agenouillé dans la boue, le regard vide, avant de murmurer. « Il saura là-haut que nous avons tenu. » Un grondement résonna au loin, le bruit des chars allemands en approche. Henri se redressa brusquement. Luc acquiesça, aidant Claire à soulever le matériel. Ils prirent la direction du bois, glissant entre les haies, longeant les ombres. Au-dessus d'eux, le ciel s'embrasait des reflets du faux aérodrome en flammes. Le mensonge, ironie ultime, continuait à les protéger. Ils marchèrent longtemps, courbés sous le poids des armes et de la fatigue. Un hibou, une branche rompue, un souffle de vent, le monde entier semblait retenir sa respiration. Lorsqu'ils atteignirent enfin la clairière, Henri fit halte. Il se tourna vers ses compagnons. « 3 jours, dit-il encore, 3 jours où ils croiront que ce champ vide est leur victoire. » Luc esquissa un sourire amer. « Et pendant ce temps, les Alliés avanceront.
Dans les heures qui suivirent, la rumeur de la catastrophe se répandit. Les transmissions allemandes s'embrouillèrent. Certains parlaient d'une attaque aérienne sur un dépôt, d'autres d'un sabotage ferroviaire, d'autres encore d'une erreur de navigation. Nul ne savait plus où était la vérité. Les commandants se renvoyaient des ordres contradictoires, incapables de démêler le vrai du faux. Le réseau de la résistance, dans les villages voisins, intercepta plusieurs messages. Piste opérationnelle confirmée. Attaque alliée en préparation. Besoin de renforts immédiats. Tous faisaient référence au faux aérodrome. La supercherie vivait de sa propre vie, indépendante de ceux qui l'avaient créée. Henri et ses compagnons se cachèrent dans une grange isolée. Les heures s'étiraient lentement. Luc pensait. Son bras, avec une bande de tissu déchirée. Claire préparait un peu de café noir, maigre consolation arrachée à la fatigue. Le silence régnait, seulement troublé par le crépitement du feu. Henri, assis près de la porte, observait la lueur rouge du ciel à l'horizon. « On dirait que le monde brûle », murmura Claire. Henri répondit doucement, « Peut-être faut-il qu'il brûle pour renaître. » Le lendemain, au lever du jour, des éclaireurs alliés passèrent par le secteur. L'un d'eux, un Canadien au visage couvert de boue, reconnut la zone sur sa carte. « Vous êtes ceux du sabotage » demanda-t-il en français approximatif. Henri hocha la tête. L'homme sourit. « Vous avez fait plus que saboter un rail, monsieur. Vous avez offert du temps. Et le temps dans une guerre vaut 1000 canons. » Henri ne répondit pas. Il se contenta d'un signe de tête. Pendant les 3 jours qui suivirent, les Allemands restèrent convaincus que la base factice existait, réellement. Ils la bombardèrent, la fortifièrent même, sans jamais comprendre qu'ils combattaient du vent et de la poussière. Lorsqu'enfin la vérité éclata, il était trop tard. Les divisions blindées étaient dispersées, les lignes de communication brisées. Les Alliés avançaient déjà vers Caen. Henri revint sur les lieux 1 semaine plus tard. Là où le train avait explosé, il ne restait qu'un amas de fer tordu et de cendres. Le faux aérodrome, lui, n'était plus qu'un champ calciné. Les silhouettes de contreplaqué avaient fondu, les bidons éclatés gisaient dans la boue. Mais en observant ce désastre, Henri ne vit pas la destruction, il vit la preuve qu'un mensonge bien tissé peut sauver la vérité d'un peuple. Il s'agenouilla, prit une poignée de terre noircie et la laissa glisser entre ses doigts. « Pour toi, André », murmura-t-il. Luc posa une main sur son épaule. « Et pour la France ?» Le vent du soir emporta l'heure. Au loin, les cloches de Caen sonnèrent à nouveau, non plus pour la peur, mais pour la liberté retrouvée. Pendant les 72 heures qui suivirent, la supercherie tint bon, 3 jours entiers, 200 heures d'angoisse et d'attente, où chaque minute gagna du temps à la liberté. Le faux aérodrome, dressé dans les champs humides du sud de Caen, scintillait chaque nuit sous les lueurs factices des lanternes et des réflecteurs bricolés. Les Allemands, persuadés qu'ils avaient découvert une base alliée clandestine, y concentrèrent leurs efforts. Des avions de reconnaissance Focke-Wulf survolèrent sans relâche la zone, prenant des clichés, dessinant des cartes, transmettant des rapports urgents à leurs supérieurs. Les artilleurs allemands, dans leurs ailes, bombardèrent même à 2 reprises ce champ vide, frappant la terre et les maquettes, persuadés d'avoir touché une cible vitale. Pendant ce temps, la vraie ligne de ravitaillement, celle qui aurait dû acheminer carburant, vivres et renforts vers les plages, restait paralysée. Les rails tordus par l'explosion demeuraient inutilisables. Des trains de munitions attendaient dans des gares secondaires, incapables d'avancer. Les camions de la Wehrmacht, réquisitionnés dans la panique, s'enfonçaient dans la boue des chemins de traverse. Le chaos administratif allemand, nourri par la confusion et la peur de désobéir à des ordres contradictoires, complétait le sabotage commencé par la résistance. Les hommes de Caen ne savaient plus où se trouvait le vrai danger. Dans la planque dissimulée derrière une ferme, Henri, Luc et Claire écoutaient les transmissions sur une radio volée. Le petit poste, dissimulé sous une couverture, crépitait d'une voix métallique, celle d'un opérateur allemand parlant à toute vitesse. Claire ajusta le cadran, cherchant le bon signal. Entre 2 parasites, on distingua des mots clairs. Flugplatz Süd von Caen, opérationnel, renforts en route, délai critique.
Henri échangea un regard avec Luc. Les mots qu'ils entendaient confirmaient tout. L'ennemi croyait toujours au mirage qu'ils avaient bâti de leurs mains. Luc eut un rire étouffé, à la fois de fatigue et de soulagement. « Ils se battent contre des ombres », murmura-t-il. Claire hocha la tête, le visage tendu, ses doigts tremblants autour du casque d'écoute. Henri resta silencieux, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Sur ce papier, les lignes rouges de défense allemande se repliaient lentement, au rythme des avancées alliées. Des noms s'y inscrivaient désormais en lettres de victoire. Arromanches, Courseulles, Omaha, Juno. Chaque point marqué sur la côte représentait une percée, un souffle de vie rendu possible par le retard imposé à l'ennemi. Les heures passaient, lourdes, étirées comme du plomb fondu. La pluie tombait intermittence, effaçant les traces autour de la ferme. Claire tenait le journal des transmissions, notant les messages interceptés, les heures, les codes. Luc entretenait le générateur, alimentant la radio et la petite lampe à pétrole. Henri, lui, ne dormait presque pas. À chaque son entendu dehors, il sursautait, craignant une patrouille, une dénonciation, un hasard malheureux. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait encore. Une conviction que tout cela n'avait pas été vain. Le matin du 3e jour, alors que la brume s'étirait sur les champs, ils entendirent au loin un grondement sourd. Ce n'était pas le tonnerre, c'étaient les canons alliés. Les vagues d'assaut, désormais consolidées, progressaient vers l'intérieur des terres. Le retard allemand avait offert à l'invasion ce dont elle manquait le plus. Du souffle. Les chars et les camions alliés avaient eu le temps de débarquer, de se regrouper, de déployer leurs lignes d'approvisionnement. Les avions alliés dominaient enfin le ciel. Henri s'approcha de la fenêtre de la grange. Au loin, le faux aérodrome clignotait encore. Ses lampes bricolées continuaient à briller dans la nuit, fidèles à leur rôle de spectre. Le champ semblait presque vivant, comme si l'ombre d'André y veillait encore, gardien silencieux de la ruse. Henri sentit sa gorge se serrer. Luc s'approcha, essuyant la suie de ses mains. 3 jours, dit-il lentement. 200 heures de peur, mais ça valait chaque minute. Henri hocha la tête. Le temps acheté, répondit-il. Ces mots résonnèrent dans la pièce, simples mais définitifs. C'était leur victoire, leur manière de se battre dans une guerre où les balles ne suffisaient plus. La radio grésilla à nouveau. Une voix britannique, brouillée par la distance, annonça des nouvelles officielles. Les têtes de pont alliés tenaient, les divisions progressaient vers Caen, et les Allemands étaient en pleine confusion logistique. Claire sourit, ses yeux brillants dans la pénombre. « Ils l'ont fait, dit-elle doucement. Henri posa une main sur son épaule. « Non, nous l'avons fait, tous ensemble. » Les heures suivantes se déroulèrent dans une étrange accalmie. Le monde semblait suspendu entre deux réalités, celle de la guerre encore présente et celle, lointaine mais tangible, de la libération à venir. Dans le silence, Henri déroula une vieille carte. Son doigt suivit la ligne de chemin de fer désormais inutilisable, puis remonta vers la côte. Les flèches bleues marquant les positions alliées avançaient lentement, méthodiquement. Il traça une croix à l'endroit exact où leur sabotage avait eu lieu. Là, dans ce coin de terre anonyme, l'histoire avait basculé. La nuit venue, Henri resta seul, assis près de la porte ouverte, écoutant le vent. Dans le lointain, les fusées éclairantes illuminaient le ciel, éclairs silencieux au-dessus de Caen. Il pensa à son fils, déporté des années plus tôt, peu, être vivant, peu, être non. Il se rappela la dernière phrase qu'il lui avait dite, « Ne renonce jamais, papa ». Ces mots résonnaient à présent comme une prière. Claire s'approcha avec une couverture. « Tu devrais dormir un peu, Henri. » Il secoua la tête. « Pas encore, je veux entendre la fin. » Elle s'assit à côté de lui. « La fin » demanda-t-elle doucement. « Ou le début ?» Henri esquissa un sourire fatigué. « Peu, être les deux. » Le lendemain, à l'aube du 4e jour, un messager du réseau local arriva, épuisé, couvert de boue. Il portait des nouvelles venues de la côte. Les troupes alliées avaient pris pied solidement. Les blindés allemands, dispersés à cause de fausses informations, avaient perdu un temps irréparable. « Votre champ, dit-il en riant, a fait courir tout un régiment dans la mauvaise direction.
Claire éclata de rire malgré elle. Serra le messager dans ses bras. Henri resta silencieux, son regard tourné vers l'horizon. Il savait que la guerre n'était pas terminée, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Dans l'après-midi, ils reçurent un dernier message radio. Il venait d'un contact britannique. Opération de diversion confirmée, succès complet. Les forces avancent vers Caen. Gratitude au réseau. Henri relut la phrase plusieurs fois, les larmes lui montant aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il sentit la lourdeur de son âme s'alléger. Ils quittèrent la planque au crépuscule. Le chemin menant au faux aérodrome était jonché de débris. Là où les maquettes d'avions s'élevaient fièrement, il ne restait que des carcasses calcinées et des traces de pas, mais l'illusion avait survécu à ses créateurs. Henri s'avança jusqu'à la piste, s'agenouilla et posa la main sur la terre noire. « Ce champ nous a protégés », murmura-t-il. Luc, derrière lui, répondit « Non, c'est ton idée, ton courage, et celui d'André. » Un long silence suivit. Puis Henri dit doucement « Si un jour quelqu'un revient ici, il ne verra qu'un champ vide. Mais nous saurons. » Claire leva les yeux vers le ciel. Les avions alliés passaient désormais au-dessus d'eux sans être inquiétés, libres. Leur moteur résonnait comme une promesse. « On dirait que le monde recommence à respirer, dit-elle. » Henri hocha la tête. « Oui, mais il ne faut jamais oublier ceux qui ont donné leur souffle pour que le monde revive. » Ils restèrent là encore un moment, silencieux, écoutant le vent et le grondement lointain de la mer. Puis, lentement, ils prirent la route du village, marchant dans la lumière dorée du soir. Leurs ombres s'allongeaient sur la terre qu'ils avaient sauvée. Plus tard, bien des années après, Henri raconterait cette nuit à voix basse, assis près d'un feu. Il parlerait de la pluie, d'eux, blé, des explosions, du courage d'un garçon nommé André. Il dirait comment un mensonge, bien placé et bien cru, avait pesé plus lourd que 1000 vérités. Et quand on lui demanderait s'il avait eu peur, il sourirait et répondrait « Oui, toujours. Mais la peur, c'est ce qui nous rappelle que nous sommes vivants. » Et au fond de lui, il entendrait encore cette phrase, gravée dans sa mémoire. « Ne renonce jamais, papa. » Alors il lèverait les yeux vers la flamme et murmurerait « Je ne t'ai pas trahi. » Ainsi se termina l'histoire d'un chant de mensonges devenu un symbole de vérité. 3 jours, 200 heures, une seule chance, et il l'avait saisie. Parce qu'au cœur de la guerre, quand tout vacille, parfois la ruse d'un fermier et le courage d'une poignée d'hommes suffisent à changer le cours du monde. Des années passèrent. La guerre prit fin, les rails furent reconstruits, les fermes relevées, et les champs de blé retrouvèrent leur moisson. En 1964, Henri Delmas revint sur le lieu du passé, la vieille ferme, la haie, la prairie où ils avaient bâti le faux aérodrome et joué leurs 25 minutes contre l'ennemi. Il marcha lentement à travers le champ, aujourd'hui couvert de fleurs sauvages, les hautes herbes ondulant sous le soleil d'été. Par la voie ferrée, une petite plaque de bronze se dressait, aux 4 qui stoppèrent le train et achetèrent du temps pour la liberté. Henri y passa doucement le doigt, suivant les noms gravés. Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine, Henri Delmas. Aucun de ces noms ne figurait dans les archives allemandes sur le prétendu aérodrome. Aucun ne paraissait sur les listes d'honneur alliées. Le faux terrain d'aviation, dissimulé sous l'orge humide, demeurait un secret connu seulement des villageois. Eux se souvenaient des hangars de toile, des avions de bois, des lampes bricolées. Mais le reste du monde, lui, avait avancé. Un train civil passa alors, paisible, régulier, rempli d'écoliers et de touristes, inconscients de ce qui s'était joué sous leurs roues. Henri esquissa un sourire. C'était bien ainsi. Le monde devait continuer. Le ciel de Normandie, jadis traversé d'éclairs et de tonnerres, reposait à présent dans un silence clair. Le vent souleva les blés, portant avec lui le murmure des moteurs d'autrefois, l'éclat des fausses pistes, l'odeur lointaine du gasoil et de la terre mouillée. Henri déposa un coquelicot rouge au pied de la plaque. « Vous avez tenu la ligne, » murmura-t-il. « Vous avez tenu le temps. » Puis, tandis que le soleil déclinait et que son ombre s'étirait sur le champ, il se détourna paysan, devenu résistant, héros silencieux son devoir accompli.
sa patrie libre. Parce que certains actes ne se font pas pour la gloire, mais pour l'aube, et pour la France. Ensuite, 2 autres histoires. Il s'allait en comme salon sur la Céron, y moseroron poverados aleras en Céron. Men se m'emmena, y feront poveron, exceptionnels vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.